Alors, je vais vous présenter une étude qui s'appelle Une envie de vivre noyée dans la souffrance, analyse des appels d'urgence en situation de crise suicidaire. C'est une étude qu'on a coécrite avec le professeur Besson du centre universitaire de Lausanne et la professeure Monique Seguin de l'hôpital Institut Douglas qui appartient à l'université de McGill. Et moi, je suis psychologue responsable de recherche en section d'addictologie au service de psychiatrie communautaire du service hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, en Suisse. Ce qu'on savait déjà sur la problématique des personnes suicidaires, on en a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas s'attarder. On avait vu que effectivement, les personnes suicidaires avaient une évaluation erronée du monde extérieur, qu'ils avaient des pensées dichotomiques. Souvent, ils voyaient le suicide comme seule et unique solution à leurs problèmes, et qu'il y avait également une faible fluidité verbale avec des accès lexicaux émotionnels qui étaient relativement réduits. Donc, ce qu'on a voulu savoir, c'est par rapport au comportement suicidaire, qu'est-ce qui se passait dans un contexte d'urgence téléphonique. On voulait savoir quelle était l'expression de l'intention suicidaire, comment se passait un dépistage de la suicidalité dans une centrale téléphonique d'appel d'urgence, quels étaient les indicateurs qui pouvaient nous mettre en alarme. Et on voulait explorer les différentes raisons des appels d'urgence téléphonique et connaître un petit peu les coulisses de celles-ci. Donc, on a travaillé avec la centrale téléphonique des médecins de garde qui s'appelle la CTMG, qui se différencie des appels d'urgence vitale. Donc, en Suisse, quand il y a un appel d'urgence vitale, c'est le 144 qui vous fait aller directement sur les ambulances. Et ils ont fait des numéros d'urgence non vitale. Donc, ça se passe au niveau cantonal. Donc, en Suisse, on a 26 cantons. Et la centrale téléphonique des médecins de garde collabore avec le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel. Mais c'est tout récent, cette collaboration. Donc nous, on a uniquement étudié ce réseau téléphonique sur le canton de Vaud. Donc le canton de Vaud, juste pour vous indiquer, ça représente à peu près plus de 800 000 habitants. Et il y a un taux de suicide de 11,3 et le taux de suicide national est de 12,9. Juste pour vous situer. Donc le numéro unique est le 0800 48 133 133. Pour des raisons fédérales, ils n'ont pas pu faire un numéro plus court, malheureusement. On espère qu'ils vont pouvoir le faire. Les répondants sont des professionnels, donc infirmiers qui sont formés en somatique et en psychiatrie, qui répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils suivent une formation de 2 jours, faire face à la crise suicidaire, et ils ont des systèmes de formation et de supervision très importants. Ils ont... Donc, quand ils répondent à la centrale, quand on appelle la centrale téléphonique des médecins de garde, ils répondent. Ils n'ont pas seulement les appels psy, ils ont aussi les urgences dentaires, les questions par rapport aux pharmacies de garde, la pédopsychiatrie, le sécutel, c'est le bracelet quand les personnes sont âgées pour pas qu'elles tombent. Donc c'est vrai que quand ils répondent au téléphone, ils ne savent jamais si ça va être psy, dentaire, c'est la grande surprise. Et au niveau des orientations, donc eux, ils s'occupent de faire des réorientations. Et quand ils font des réorientations pour les cas psy, en général, c'est sur soit les médecins de garde, soit les équipes mobiles d'urgence sociale. Donc on a des équipes qui se déplacent sur le lieu, qui est un peu comme une équipe de liaison. On a aussi la police et on a aussi le service de psychiatrie ou le 144, les ambulances. Donc à savoir en Suisse, le médecin de garde, c'est un médecin qui va se déplacer sur place pour investiguer la situation de la personne. Elle peut se déplacer, selon le risque, elle peut se déplacer avec la police ou sans la police. Donc voilà. Ce qu'on donne comme information à la population
c'est que d'abord on appelle son médecin familial ou son thérapeute. Si le thérapeute ne répond pas, on appelle ce numéro. Et pour les patients qui sont déjà habitués, ils ont un autre numéro qui va directement dans un des 4 secteurs. Parce qu'après c'est partagé encore par secteur. Et aussi, si les personnes veulent être plus dans une situation, si j'ose dire, un petit peu moins d'urgence, ils sont redirigés aussi sur les téléphones d'associations d'écoute, que ce soit Telmi, donc c'est des professionnels formés qui répondent spécifiquement aux jeunes, donc formés et rémunérés, et la main tendue 143, c'est des bénévoles qui sont également formés mais qui sont bénévoles. Donc comme ça, vous connaissez un petit peu comment ça se passe dans cette centrale téléphonique. Ce qu'on a étudié, c'est uniquement pour les appels psychiatriques sur une année, on a répertorié 2521 appels psychiatriques. Sur ces 2521, il y a 300 appels qui indiquaient une problématique suicidaire qui ont été réécoutés. Donc ensuite, on a établi des critères d'inclusion suite à ces réécoutes, et on a gardé les appels où les personnes avaient plus de 18 ans et s'exprimaient en français ou de manière suffisamment cohérente pour pouvoir retranscrire le dialogue. Et uniquement le contact direct avec la personne en crise suicidaire a été gardé. Ça veut dire que si c'était une personne qui appelait pour un tiers, mais que dans le téléphone, il n'y avait pas la personne en crise qui était en contact, le téléphone n'a pas été retenu. À savoir, pour le tri, donc, pour chaque mois, la centrale donnait les indications. Donc on pouvait retrouver selon des mots-clés s'il y avait suicide ou pas suicide, mais ce qui veut dire aussi que peut-être qu'on a perdu certaines informations selon comment elles étaient indiquées dans les fichiers de la centrale. Au final, on a retenu 102 appels qu'on a retranscrits et analysés. En moyenne, les personnes avaient entre 19 et 67 ans, avec une moyenne d'âge de 41 ans. Il y avait 54% de femmes avec une moyenne d'âge de 38 ans, 46% d'hommes avec une moyenne d'âge de 39 ans. Et 17% des téléphones ont été faits via un tiers, c'est-à-dire c'était d'abord un tiers qui a appelé et qui a donné le téléphone à la personne en crise, donc ça on a pu l'enregistrer. Et 83% des personnes qui ont appelé par eux-mêmes. À savoir, c'est les femmes qui qui passent davantage par un tiers que les hommes. La durée moyenne d'un appel est de 7 minutes 50. Alors peut-être pour la première fois, c'est les hommes qui parlent plus. Et, les femmes en moyenne ont parlé le téléphone a duré 7 minutes 37. Et chez les hommes, le téléphone a duré 8 minutes 05. Un petit peu de différence. À partir de ça, on a construit deux bases de données, donc une base de données sur la totalité des appels d'urgence psy qui a été traitée avec SPSS, et une deuxième base de données qui a été analysée avec SPSS, le logiciel LIWC, donc c'est un logiciel qui traduit les émotions et qu'on peut recoder aussi. Donc on l'a recodé avec toute la question planification suicidaire et toutes les verbatines suicidaires, et aussi également avec le logiciel NVivo, et on a utilisé les mêmes codes que le logiciel LIWC. Alors, ce qu'on a pu voir au niveau de l'expression du suicide par les appelants, ils ont beaucoup utilisé les termes « faire des bêtises », se faire du mal. Ils parlaient beaucoup de passer à l'acte. Ils parlaient beaucoup beaucoup ont utilisé le terme suicide aussi, mais ils ont parlé beaucoup d'envie de mourir, d'en finir, de dormir. Le mot dormir venait aussi relativement souvent. Ils parlaient d'idées noires. Ils disaient voilà, tout est noir, c'est noir. Les idées suicidaires étaient omniprésentes. Ils disaient, par exemple, j'ai un truc dans ma tête, j'ai qu'une seule idée, c'est de me suicider, c'est de la torture, et j'ai des envies suicidaires 24 heures sur 24. Donc ça reflète bien cette omniprésence suicidaire que certains appelants avaient. Et les verbes en présent utilisés au présent étaient majoritaires, donc 12 en moyenne par
12 verbes en moyenne par rappel étaient au présent, 4 étaient au passé et 0,5 étaient au futur. Et on a trouvé une corrélation avec les verbes au futur et les émotions positives. Je ne vous cache pas que malheureusement avec le programme LIWC, malgré toutes les cotations qu'on a fait, on n'a pas trouvé d'informations significatives ou plus intéressantes que ça malheureusement. Donc, alors que ça nous a demandé énormément de travail. Il reste une minute. Pardon. Donc on a plus travaillé sur le logiciel NVivo. Donc les personnes, les thématiques qui revenaient souvent, c'était les symptômes dépressifs, les problématiques de couple, familiales, professionnelles, abus de substances, sommeil, anxiété, solitude, sentiment d'être inutile, la peur de se faire du mal. Les récits confirment aussi fortement l'ambivalence suicidaire, comme une personne disait je me vois morte mais j'ai envie de vivre, et des personnes qui étaient en fait avaient pris des médicaments, qui étaient en train de partir, qui disaient je vous appelle mais je sais pas pourquoi je vous appelle. Donc finalement il y avait toute cette ambivalence, et des personnes qui disaient aussi je suis en mode automatique, arrêtez-moi parce que je vais passer par-dessus le balcon. Donc ça confirmait, les récits confirmaient aussi le cumul d'adversités vécues. Et aussi les tentatives de soins multiples. Les gens étaient vraiment épuisés à demander du soin. Et ça, c'était quelque chose de très récurrent. Ils avaient aussi une peur de la psychiatrie. La psychiatrie, pour eux, c'était un peu comme on voit dans les films, on allait les attacher sur un lit. Et il y avait une personne, un implant sur 3, qui avait déjà fait une tentative de suicide ou plus. Souvent, soit il s'était coupé les veines, soit il avait essayé de s'étrangler ou provoquer des accidents de voiture, ou manger des médicaments, ou faire une surdose de médicaments. Le passage à l'acte, c'était une fois sur... un implant sur 10 était en train de passer à l'acte pendant le téléphone, avec une majorité d'hommes, et majoritairement c'était avec des médicaments, avec alcool ou non, des armes blanches et de la précipitation. Il faut conclure. Oui, je conclue. Donc je vous passe ça. Donc la conclusion, c'est que ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que la disponibilité, l'accessibilité et l'acceptation des soins est très important pour faire face à la crise suicidaire. Aussi la simplicité aussi, parce qu'on voyait que c'était très compliqué pour les gens de demander de l'aide, et que la crise ouvrait une porte pour un suivi à long terme si elle était bien, si la personne était bien orientée. Et c'était très important d'être efficace au niveau de la détection de la psychopathologie, surtout par rapport aux personnes vulnérables. Et c'est aussi très important de s'adapter, comme on a vu pendant ces 2 jours, aux nouvelles modalités de communication. Donc aux États-Unis, 62% des utilisateurs qui ont un portable l'utilisent pour demander des informations liées à la santé. Et aussi, c'est très important de garantir la source des algorithmes qui sont utilisés pour les future learning machines, et que nos professions suivent attentivement cette évolution. Et je ne sais pas si vous avez déjà demandé, si vous dialoguez beaucoup avec Siri, mais typiquement, si vous demandez à Siri, si vous dites à Siri, je veux me suicider, donc il va vous donner des indications sur des téléphones d'urgence. Mais si vous lui dites les mots qu'on a trouvés tout à l'heure, comme je vais mal ou c'est noir, Siri n'est pas capable de vous répondre aussi. Donc ça, c'est du travail qu'on doit faire aussi avec ces nouvelles technologies. Et il y a un travail extraordinaire qui est fait par la Crisis Text Lab aux États-Unis, mais je vous laisserai découvrir sur Internet. Et les centrales d'appel d'urgence téléphonique nous permettent de prendre le pouls de la population. Et je pense que c'est vraiment très important de travailler main dans la main avec eux. Donc pour aller plus loin, on a publié un article dans Perspective Psy. Et vous avez mon email pour vos questions, et je vous remercie pour votre attention.